Bonjour Yvette. Bonjour Marie. Donc on est ici à Toulouse, dans ton dojo et celui de Xavier, le dojo de l'association Respiration d'enfer. Voilà, on pratique le mouvement régénérateur et Xavier fait aussi de l'aïkido, pas moi. Mon truc c'est le mouvement. C'est vraiment la chose qui me porte depuis de nombreuses années. J'ai entendu parler de Tsuda, j'avais 24 ans. C'est un ami aïkidoka qui l'avait découvert, qui m'en a parlé en me disant « Oh, il fait de l'aïkido, mais il fait aussi un autre truc qui devrait te plaire ». Moi, à l'époque, j'étais vraiment en recherche. J'étais dans une période un peu difficile. J'avais mis complètement de côté l'éducation religieuse que j'avais reçue. Et j'étais en manque vraiment de trouver un sens à ma vie et de trouver ma voie, quoi. Enfin, j'étais vraiment en recherche à cette époque-là. Je me souviens avoir touché un peu aux anthroposophes, ça m'avait bien plu. Mais très vite, voilà, on m'a mis entre les mains le premier bouquin de Tsuda qu'il avait publié à l'époque, Le Non-Faire. Et donc c'est cette fameuse amie qui me l'a offert très gentiment. Et j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré et j'ai dit « c'est où ?» Il m'a donné l'adresse et je suis arrivée dans ce dojo et je ne l'ai jamais quitté. Je me suis sentie tellement bien, tellement à ma place. Ça a été une découverte vraiment fondamentale pour moi. C'était une période bénie. Tsuda était là tout le temps. Il faisait une petite causerie avant chaque séance. Il y avait beaucoup de monde dans ce dojo. Il y avait facilement, je sais pas, entre 20 et 30 personnes à chaque séance, quoi. Et du coup, c'est un peu porteur, quoi. Je me souviens que les premiers mois, même la première année, je fréquentais ce dojo avec une grande assiduité. J'allais à toutes les séances auxquelles je pouvais aller. J'avais tout Paris à traverser. J'habitais en banlieue. Donc j'avais un trajet assez énorme à faire. Mais je crois que j'allais à 4 ou 5 séances par semaine. J'avais une copine qui me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu es courageuse » et tout. Je lui dis « Mais pas du tout. Je ne suis pas courageuse parce que c'est de ne pas y aller qui me demanderait beaucoup de courage parce que j'étais aspirée. Voilà, j'étais véritablement aspirée. » Le mouvement s'est assez rapidement déclenché. Enfin, pas les toutes premières séances, mais enfin assez vite. Disons que les premières années, il s'est passé beaucoup de choses quand même, parce que ça remue tellement l'intérieur que forcément ça a des répercussions. Pour donner quelques exemples, à un moment donné, mon mouvement est devenu très actif et même un peu violent. Et c'était vraiment irrépressible. J'avais comme une espèce de démangeaison intérieure et rum, ça partait. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, j'ai cessé d'avoir mes règles. Bon, étant jeune, j'ai toujours eu des règles complètement anarchiques, irrégulières, c'était le bazar. Et donc, avec ces séances de mouvement, ça a beaucoup agi en bas du dos, là, sur le sacrum et toute cette région-là qui était en effervescence. Et mes règles ont disparu pendant plus de 3 mois. Mais voilà, je ne me faisais aucun souci, je sentais qu'il se passait des choses. Et le jour où c'est revenu, c'est revenu comme un métronome, tous les 28 jours, tranquille. Incroyable. C'était vraiment un effet très puissant. Bon, après, c'est pas tout rose. Mon sacrum, il est resté hypersensible pendant des années,
Pendant des années, je ne pouvais pas m'allonger sur les tatamis sur le dos, parce que c'était très très sensible. Mais en dehors de ça, c'était vraiment une grande révolution dans mon fonctionnement. Voilà, il s'est passé un certain nombre de choses de cet ordre qui étaient puissants. Au fil du temps, parce que maintenant le temps il a drôlement passé, je trouve que c'est plus difficile de parler des effets, de ce que ça me fait, quoi, parce que comment déterminer quelle vie j'aurais si je faisais pas le mouvement? C'est difficile de faire la part des choses. Là, l'histoire des règles, pour moi, c'était vraiment flagrant, quoi. C'est un truc incontestable. Pendant combien de temps tu as pratiqué avec Monsieur Tsuda? Je me suis inscrite la première fois dans cette école Katsugenkai en 1975. Donc il est mort en 84, donc pendant 9 ans je l'ai côtoyé. J'ai eu la sensation de me nourrir véritablement auprès de cette personne et aussi de découvrir un aspect de la vie que je ne soupçonnais pas, avec une sensation de grande liberté. Ça, j'ai pas du tout mis le mot liberté à l'époque dessus, c'est après, en repensant à tout ça, je me sentais vraiment, je me sentais libre. En fait, ça vient de la nature même de cette pratique, parce que en faisant le mouvement, on laisse libre cours à une part de soi-même que d'habitude on occulte totalement. Et en laissant libre cours et en lui permettant de s'exprimer et de vivre, une espèce de totalité de mon être avait le droit d'exister. Ça, c'est la chose qui a été, que j'ai vraiment senti très fort. À l'époque, je pense que c'est encore valable maintenant, mais en tout cas, c'était très fort. On était élevés, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, là, des tas de limites, de contraintes, d'indications, de cadres. Et là, tout d'un coup, Yvette, tu es là. Tout ce qui est toi a le droit d'être. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça a été... C'est de là que surgit cette sensation de liberté. C'est que d'un seul coup, tout mon être a une part entière d'exister, de vivre et d'être là, quoi. Et ça m'a quand même mené tout du long de la pratique. Tsuda, il avait une personnalité vraiment très, on dirait maintenant charismatique, quoi. Enfin, et c'est quelqu'un qui était à la fois très en retrait, quoi. Il ne s'imposait pas, il n'intervenait pas dans la vie des gens, il était d'une grande sobriété quelque part, mais il avait des paroles qui, mine de rien, voilà, c'était des espèces de généralités, mais flouf, c'est comme un ruisseau qui tout d'un coup trouve un moyen de dévaler la montagne, quoi. Et moi, ça me pénétrait. C'était vraiment très riche. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure déjà, c'est que je me sens totalement incapable de raconter ces paroles. C'est comme de la nourriture qu'on avale et puis après elle devient ton corps, mais tu peux pas la restituer. Et moi je suis dans cette situation-là avec les mots de Tsuda.
Alors c'est très frustrant. Tu voudrais aussi parler de ton expérience en tant que maman avec cette pratique-là aussi? Ah oui. Ouais, là, c'est un autre aspect fondamental de ce cheminement-là, quoi. Ouais. D'abord, les grossesses, les accouchements, ça a été une page énorme. Quand j'étais enfant et puis jeune fille, je souffrais de spasmophilie. J'avais des problèmes de calcium qui ne se fixaient pas, j'avais des étourdissements, des malaises, bon, ça allait pas trop. Donc on me bourrait de calcium. Et quand je me suis retrouvée enceinte la première fois, ma maman m'a dit Yvette, le docteur avait dit que c'était très important de continuer le traitement de calcium pendant quand votre fille sera enceinte, parce que là, le bébé il pompe, etc. Donc là, danger. Alors, elle était très inquiète. Voilà. Donc pendant toute la grossesse, je lui ai dit « Mais oui maman, t'inquiète pas, je fais tout ce qu'il faut ». Donc là, je faisais des gros mensonges parce que j'ai absolument rien pris. Parce que j'en avais plus besoin. Tous mes petits symptômes de malaise et de machin, avaient disparu. Donc j'ai vécu la grossesse comme ça. Et là, l'enseignement de Tsuda, il a été vraiment très fort parce que à cette époque-là, il a beaucoup insisté sur l'attention à donner au bébé, sur tout ce qui tourne autour de la vie prénatale et postnatale, vraiment de cette période qui semble un peu négligeable pour un certain nombre de personnes, parce que les choses se font et que le bébé, de toute façon, il grandira, et puis qu'après, ça deviendra une personne, et puis que tout va bien, on n'a pas besoin de s'en faire. Tsuda, il nous a vraiment sensibilisés sur le fait que tout ce que vit le bébé, même déjà dans le ventre de la maman et après la naissance, tout ce qui lui arrive, toutes ces sensations, voilà, ça construit son inconscient en quelque sorte. Et en fait, le bébé, il va grandir, il va devenir un enfant. Tout ça repose sur des fondations qu'on met en place à ce moment-là, au moment de la grossesse et les premiers mois de la vie. Et que ce sont des moments qui, si on prend vraiment soin de l'enfant à ce moment-là, si on le nourrit d'attention, d'amour, de soin, cette quiétude qu'il pourra acquérir lui servira. C'est l'édifice qui va se construire sur ces fondations-là a des chances d'être d'une qualité à peu près correcte, quoi. Donc moi, je me suis sentie une immense responsabilité et je me suis vraiment consacrée au bébé pendant les premiers mois de leur vie. Et avant, j'ai donc essayé de faire un accouchement dans les meilleures conditions possibles. La ressource qu'on trouve en soi pour mener à bien ça tranquillement, sans être envahi par des conseils et les prescriptions médicales, c'est vraiment une grande chance de pouvoir vivre ça sereinement, quoi. Là, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu vivre ça de cette façon-là, quoi. Et c'est vrai que Tsuda parlait beaucoup des enfants. Pourquoi c'était un sujet si présent pour lui? Qu'est-ce qui était en lien avec le mouvement régénérateur?
En fait, les enfants, ils sont détenteurs d'un potentiel de vitalité total. Hein. Au départ, ils sont voilà, très vivants. Et en même temps, ils ne sont pas du tout pollués par ce qui se passe dans le cerveau. Là, chez eux, c'est que du spontané. Il n'y a pas de cérébral, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de... Hein, ils sont directs, purs, quoi. C'est pouf, c'est du diamant. On a tout à apprendre des enfants, de cette capacité sans faille d'être honnête avec soi-même, d'être dans le ressenti et dans la vie, et pas dans l'idée qu'on se fait de la vie. Tout d'un, il disait que si un jour il disparaissait, qu'on pouvait avoir un maître dans l'enfant. C'est-à-dire qu'on a tout à apprendre des petits, du point de vue de la vie, de la vitalité. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé finalement dans l'enseignement que tu as trouvé chez Tsuda ou dans la pratique du Katsugen Hondo pour élever tes enfants? Alors, être dans la sensation, dans le ressenti et surtout dans le respect. Dans le respect de l'autre et de la vie qui se manifeste dans cet être-là. Ne pas confondre l'idée que l'on a de ce qui serait peut-être bon pour lui avec la manifestation qui est là sous nos yeux, quoi, et que parfois on ne voit pas, et même souvent. Et apprendre à respecter et à avoir confiance, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la confiance avec cette pratique, elle nous submerge par rapport à notre propre fonctionnement, à la vie qui nous anime, nous, notre corps, notre être, mais on la projette aussi beaucoup et elle se manifeste avec les enfants. Est-ce que tu sens, toi, un approfondissement dans la pratique du mouvement régénérateur depuis toutes ces années où tu pratiques? Ou est-ce que c'est délicat d'en parler? Délicat, non. C'est pas forcément évident. Ce que je peux te raconter, c'est que il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des périodes où j'ai arrêté de pratiquer le mouvement aussi. C'était lié essentiellement à la vie du dojo. Il y a eu des périodes un peu mouvementées, on va dire. Ensuite, quand j'ai repris la pratique, je me souviens d'une période où je trouvais que je tournais en rond, que j'étais un peu comme sclérosée, que c'était tout le temps la même chose, qu'il se passait plus rien, que ouais, ça a duré un bon moment. Hein. Bon, c'est normal, hein, il y a des périodes où on se pose des questions, on remet un peu tout en branle. Là. Moi, il y a eu un passage vraiment qui a eu beaucoup d'importance pour moi, c'est l'intervention de Giovanni. C'est quelqu'un qui m'a aidé justement à dépasser cette période de stagnation. Parce qu'il y a eu un renouveau. Je pense que le fait de vouloir maintenir la pratique exactement comme Tsuda nous l'a transmise, c'est très louable et c'est une grande protection pour ne pas dévier et tomber dans des fantaisies inutiles.
Mais le danger, c'est justement de s'enfermer dans quelque chose de rigide et de fixe. Donc le fait d'avoir apporté des petites nuances, des petites modifications dans le déroulement de la séance, etc., moi, ça m'a apporté un souffle nouveau et tout mon être s'est un peu rafraîchi. Et je suis toujours sur cette lancée-là. Cependant, je dirais qu'il y a un autre aspect des choses aussi. C'est le fait que je vieillisse. Je me rends compte que, que mon corps change et que il y a des choses à accepter, que le mouvement, c'est pas un truc miraculeux qui te fait rester jeune toute ta vie. Et justement, on est à chaque étape et à chaque âge, on est vraiment dans cette... on est dedans. Ça me revient là maintenant. Les premiers mois, j'ai pratiqué le mouvement quand j'étais toute jeune. Dans mon entourage, les gens, mais plusieurs personnes vraiment m'ont dit « Mais on dirait que tu as grandi !» Et bon, des gens qui ignoraient complètement ce que je faisais de ma vie et tout. Donc là, il y avait vraiment... ma posture s'était vraiment redressée et avait changé. Donc voilà, avec la vieillesse, les choses vieillissent. Mais ça se fait tranquillement. Une belle confiance en la vie. Oui. Ah, ça c'est cadeau, mouvement et Tsuda et Noguchi et la vie. Merci la vie.